Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orion et ce soir, je vous propose une brève escapade dans l'histoire de l'Algérie à travers une grande figure de l'histoire, une figure hautement emblématique, l'émir Abdelkader. Alors, l'émir Abdelkader, le guerrier, le fondateur de l'État algérien, mais aussi l'homme. Bien entendu, il faut savoir que l'histoire des hommes n'est jamais manichéenne. Elle est le reflet d'un contexte, un contexte souvent complexe. Cette grande figure de l'histoire de l'Algérie a fait couler, il faut le dire, beaucoup d'encre et continue à le faire encore aujourd'hui. Ce soir, avec nos invités, un autre regard sur l'homme, une autre facette, il faut le dire, de l'émir Abdelkader, très peu connue. Sur le plateau, l'incontournable Rahim Rezik, un passionné d'histoire qui veut faire de la transmission un devoir avant tout. Bonsoir, Rahim. Bonsoir, bonsoir. À vos côtés, une nouvelle sur le plateau de Sans Transition, Amel Chouati, qui est donc écrivaine et psychologue, passionnée elle aussi d'histoire et de littérature de son pays, l'Algérie. Elle publie Les Algériennes du Château d'Amboise, la suite de l'émir Abdelkader, aux éditions La Cheminante, plein champ. Bonsoir, Amel. Bonsoir. Alors, il nous aura avec nous tout à l'heure par téléphone Abdelkader Djemaï, qui est aussi l'auteur de La dernière nuit de l'émir Abdelkader. Abdelkader Djemaï, qui est donc aussi écrivain et a publié cet ouvrage aux éditions Le Seuil. Vivre ensemble passe justement par la connaissance de son histoire, et Amel Chouati qui vient de publier Les Algériennes du Château d'Amboise, la suite de l'émir Abdelkader. Vous êtes venu en Algérie, d'Algérie, donc en 92 en France, et vous dites justement l'histoire nous a jamais intéressés et que vous vous êtes rapproché de cette histoire une fois ici sur le sol français. Pourquoi ? Alors sûrement parce que la distance le permet. Il y a la maturité aussi, il y a l'âge qui nous rattrape, il y a aussi surtout cette distance qui nous permet de réfléchir sur soi-même. Et du coup, on réfléchit sur le lieu qui nous a vu naître, qui nous a construits. Donc j'ai quitté l'Algérie, j'avais 21 ans, donc j'étais déjà bien formatée. C'était pendant cette décennie noire, il faut le rappeler. Voilà. Oui. Donc du coup, j'ai voulu reprendre un petit peu l'histoire de l'Algérie. J'ai voulu faire ma propre quête dans cette histoire parce que j'avais des doutes par rapport à la transmission. Pourquoi ces doutes, justement ? Le doute parce que j'avais l'impression que pendant ma scolarité, c'était plus de l'ordre de l'endoctrinement que vraiment nous apprendre l'esprit critique et analytique. Et du coup, j'ai été vérifier un peu les sources. Et le hasard a fait que je commence par l'histoire de l'émir Abdelkader, alors que je n'avais pas du tout l'intention de faire ce travail. Alors vous venez de nous faire un aveu, j'ai envie de dire, Amel Chouati, de taille. Ouais. Vous venez de nous dire qu'en fait l'école algérienne fait de l'endoctrinement systématique. Peut-être pas systématiquement, mais en tout cas sur l'histoire, il y a certainement des silences, il y a des non-dits, il y a aussi des informations erronées. Donc on le sait, ça se vérifie encore aujourd'hui. Il y a aussi des connaissances qui restent à l'ombre, enfermées encore aux archives. Et c'est aux nouvelles générations et les générations beaucoup plus jeunes que moi maintenant qui ont cette mission justement d'aller vérifier les sources et de compléter ce qu'il y a à compléter. Rahim Rezik, vous rejoignez Amel Chouati lorsqu'elle dit qu'il y a une mystification de l'histoire. Non, mais je ne peux que souscrire à cette réalité. À cette réalité. D'abord, nous ne sommes pas confrontés uniquement à l'absence de connaissance de l'émir Abdelkader. Je dirais tout simplement de l'histoire de l'Algérie. Et moi, je suis satisfait aujourd'hui que des jeunes comme Amel reprennent un peu le flambeau pour donner un autre regard sur l'histoire justement de l'Algérie. C'est très important, vraiment important, et qu'il faut vraiment encourager, soit par le biais du livre, soit par le biais du théâtre, mais pourquoi pas la musique, par tous les moyens possibles pour s'approprier sa propre histoire. Ça, c'est le plus important. Alors, 2012 a été l'année du cinquantenaire, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait effectivement de grandes révélations, et puis que la mystification était derrière. Or, on peut dire aujourd'hui qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Amel Chouati.
Alors j'avoue que étant ici en France, je ne peux pas véritablement juger ce qui s'est passé de l'autre côté. Non, mais même côté français, en fait. Même côté français, parce oui, que cet anniversaire, on est dans une histoire collective. Voilà, en fait, donc côté français, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai pu suivre, je n'étais pas forcément satisfaite. Je pense en tout cas, ce que je note, c'est qu'il y a encore des silences. Il y a encore une gêne importante pour parler de l'histoire commune, et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir un jour dépasser ce malaise, cette gêne partagée. Donc je pense qu'à travers ma recherche, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, c'est ce que vous avez tenté de faire dans votre ouvrage « Les Algériennes du château d'Amboise, la suite de l'émir Abdelkader ». On peut dire que dans cet ouvrage, vous marquez une certaine rupture d'une approche manichéenne qui prédomine l'écriture de l'histoire d'une manière générale, aussi bien en Algérie qu'ailleurs, alors que l'histoire, c'est jamais noir et blanc. Voilà. Alors que bon, il y a effectivement vous dites des silences, mais aussi des aspects qui sont occultés volontairement par les vainqueurs, parce que souvent l'histoire est écrite par les vainqueurs, Amel Chouati. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'histoire occultée. J'ai fait mes études, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en Algérie, et je n'ai jamais appris que l'émir Abdelkader a été emprisonné en France. J'ai toujours su qu'il s'est rendu en Syrie. Et c'est en arrivant en France que je découvre qu'il a été emprisonné pendant 5 années. Mais ce qui m'a le plus perturbée dans ma recherche, c'est de découvrir qu'il n'était pas tout seul, mais qu'il y avait aussi des femmes et des enfants qui l'avaient accompagné. Et là, emprisonner des femmes et des enfants, c'est une chose extrêmement impossible à imaginer pendant le 19e siècle, et l'histoire n'en parle pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment ma recherche. Alors, on parle effectivement de l'emprisonnement de l'émir Abdelkader justement à Amboise, mais jamais sur les femmes et les enfants qui l'accompagnaient. On va revenir sur cet aspect-là, mais revenir aussi sur la motivation première qui vous a poussé à écrire cet ouvrage. Vous dites qu'à l'école algérienne, j'aimais pas les cours d'histoire parce que c'était monotone et que la transmission ne se faisait pas d'une manière assez attractive, d'où le manque d'engouement pour cette matière que vous aviez déjà à l'époque, et qu'une fois sur le sol français, il y a eu cette curiosité, cette quête justement pour essayer de lever des rideaux, vous dites, et des silences, que vous avez voulu rompre justement avec ces silences. Est-ce que justement cette quête de vérité vous a permis de casser certains silences justement, Amel Chouati? Est-ce que vous avez réussi in fine? Alors, je dois dire que c'est la littérature qui m'a permis de revenir à l'histoire de l'Algérie, et c'est l'écrivain Asia Djebar qui me l'a permis. Donc c'est une façon pour moi de me réconcilier avec mon histoire, et puis surtout me réconcilier avec ce personnage que paradoxalement on a réussi à me faire détester, parce qu'à force de rabâcher tous les ans les mêmes informations le concernant, à un moment donné on doute sur le personnage, parce que finalement son histoire se limite à 2-3 détails, et en fait on se rend compte en étudiant ce personnage que c'est une personnalité extrêmement complexe, parce que le contexte était complexe, et du coup en découvrant ce pan de l'histoire et l'arrivée de ces femmes en France avec leurs enfants, certaines sont décédées ici et sont enterrées sur leur lieu d'emprisonnement, eh bien notamment à Amboise, mais aussi à Pau et puis aussi à Toulon, eh bien ça m'a permis, en comblant ce vide de la connaissance, de me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec ma propre présence en France, et puis aussi me réconcilier tout simplement avec l'histoire de votre pays, mon histoire. Voilà, tout simplement. Alors, Abdelkader Djemaï fait la même chose justement dans son ouvrage La dernière nuit de l'émir, paru aux éditions Le Seuil. Je rappelle que vous avez une postface qui est signée de Maïssa Bey, qu'on a eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises ici, où elle dit que cet ouvrage hors norme, parlant de votre ouvrage, Amel Chouati,
révèle un pan de l'histoire jusque-là enfoui dans l'oubli collectif des mémoires algériennes et françaises. C'est quand même important de souligner que c'est enfui dans les deux mémoires et que lorsqu'on parle de l'émir Abdelkader, on parle aussi d'une mémoire collective et d'une histoire collective. Que disent les écrits, justement? Restez avec nous, Abdelkader Jemaï, justement, avec Amal Chouati. On parle d'une reddition sous conditions et visiblement l'armée coloniale n'avait pas respecté ces conditions parce que on dit que l'émir Abdelkader s'était rendu, mais avec la condition effectivement d'obtenir l'indépendance. Est-ce que cela était possible à l'époque? Est-ce qu'il y a des écrits, vous avez retrouvé quelques traces justement sur les engagements qui n'ont pas été honorés côté français? Alors, des textes que j'ai lus, des historiens que j'ai lus, j'ai conclu qu'il y a eu un accord entre l'émir Abdelkader et... Il était de quelle nature, justement, cet accord? C'était un accord quand même... de quelle nature? Comment ça, de quelle nature? L'engagement qu'il avait exigé de la France. Oui, alors c'était le duc d'Aumale qui avait donné, voilà, il s'était engagé à envoyer l'émir Abdelkader comme il avait demandé en Orient, donc en Égypte ou bien en Palestine. Hein, c'était la demande de l'émir Abdelkader. C'était je rends les armes à la seule condition que vous m'envoyez en Égypte ou bien en Palestine. Et le duc d'Aumale avait donné son accord. Ce qui est intéressant, c'est que dans les textes, on constate que le général Lamoricière, c'est lui qui s'était engagé en premier à l'envoyer en Orient sans avoir concerté ses supérieurs. Oui. Et donc c'est ensuite qu'il annonce cette décision au duc d'Aumale. Seulement le gouvernement français n'était pas encore d'accord. Et c'est justement, on informe l'émir Abdelkader qu'il va falloir passer par la France en attendant la décision du Parlement. Et là, la décision ne vient pas. On considère l'émir Abdelkader comme un prisonnier et donc il est emprisonné pendant 5 ans. 5 ans. Alors, en tout cas, vous semblez dire que cette thèse, encore une fois, je le dis, très controversée, paraît un peu aberrante aujourd'hui de dire que l'émir avait justement proposé en contrepartie la restitution de la liberté au peuple algérien. Ça a fait effectivement l'objet d'un débat d'ailleurs quand le colloque avait rendu hommage à l'émir Abdelkader à Tlemcen où cette thèse avait été présentée. Est-ce que c'est pas une façon, j'ai envie de dire, un peu de maquiller cette reddition côté algérien? Ça fait sourire Amal Chouati. Allez-y, ça vous fait sourire, on comprend. Justement, dans mon ouvrage, j'essaye de traiter de cette question de la reddition qui est un véritable tabou du côté algérien comme du côté français malgré tout. Parce que, alors, ce qui me paraît symptomatique, excusez-moi, je parle comme une psychologue, mais ce qui me paraît symptomatique dans la position officielle franco-algérien, c'est que pour la première fois, on est d'accord autour de ce personnage. Je pense qu'il y a un non-respect de l'engagement du côté français. Et côté algérien, on essaye d'oublier que l'émir Abdelkader, qui est un personnage très important, fut prisonnier, donc humilié. Humilié, pourquoi? Parce que, au fond, ce qu'on oublie, c'est que il n'était pas tout seul. On a emprisonné des femmes et des enfants. Et dans notre tradition, toucher aux femmes, c'est porter atteinte à l'homme. C'est clair. Et ça, un autre détail important, c'est que on se le représente pas aujourd'hui, mais au 19e siècle, c'était donc quand même un groupe nomade. Il était au Maroc, il faisait la guerre contre les Marocains, donc il a fui le Maroc. Et dans ce groupe, il y avait aussi des femmes et des enfants. Il me semble que l'émir Abdelkader a eu la sagesse à ce moment-là de se dire, soit j'extermine tout le monde, je vais vers le sacrifice, et là je deviens le héros, parce qu'il faut mourir sur un champ de bataille, ou alors sauver ce qui reste à sauver, c'est-à-dire femmes et enfants. Donc je crois que la reddition est un mot tabou du côté algérien, donc on essaye d'oublier. Il me semble que l'émir Abdelkader n'a pas du tout négocié les choses comme ça, parce que dans une lettre que je cite dans mon ouvrage, il écrit sur le bateau, il dit « Je quitte cette terre qui est profanée par les chrétiens ». Donc on comprend qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire pour le moment. Alors en acteur humain, je le disais, le guerrier, le penseur, le visionnaire, le mystique, l'homme d'écoute, le chef militaire, l'homme d'État. Alors une information importante puisqu'en novembre 2032, c'est bien loin vous allez me dire,
nous fêterons les 200 ans de la création de l'État moderne algérien. Mais bien sûr, l'Algérie lui doit beaucoup à l'émir Abdelkader Hamel Chouati. Oui, alors moi je pense qu'aujourd'hui, avec mon ouvrage, je me suis surtout intéressée à l'homme, même si je parle essentiellement des femmes, mais c'est vraiment la position de l'homme, de l'époux, du fils et mais du père. Mais qui étaient ces femmes qu'on trouve justement enterrées aujourd'hui en Boise? Parlons-en justement. Oui, et alors, les enfants. Alors comme vous voyez sur l'ouvrage, il y a une photographie que j'ai prise du cimetière donc qui a été réalisé par l'artiste algérien Rachid Koraïchi. Oui, donc il a créé une installation en fait sur une esplanade qui se trouve à l'intérieur des jardins du château d'Amboise. Donc là, on a 25 qui représentent 25 tombes. Ce sont les 25 personnes décédées. Alors les femmes qui accompagnaient la suite de l'émir Abdelkader, bon, elles étaient une vingtaine. Il y avait entre autres la mère, les 3 épouses de l'émir Abdelkader, dont une est enterrée au château d'Amboise, la plus jeune, la 3e, une esclave affranchie. Il y a aussi les domestiques, les esclaves, les épouses des khalifas. Donc voilà. Les 96 personnes qu'il avait pris avec lui, en fait, c'était ça aussi sa condition oui. Avant la reddition, qu'ils étaient retrouvés avec lui. Et parmi les morts, on compte combien de femmes dans ce cimetière? On a 6 femmes dans l'épouse de l'émir Abdelkader, voilà. Ses filles, une fille et un garçon là-bas. Et il en a perdu 2 à Pau, au château de Pau. Alors justement, et dans l'ouvrage de Hamel Chouati, page 24, vous dites que la reddition de l'émir Abdelkader et son emprisonnement divisent souvent les écrits, et vous dites qu'il y a une version française et il y a une version algérienne. Alors côté français, on souligne la reddition et on élude la trahison de la parole, ainsi que les 5 années d'emprisonnement. Alors que même aujourd'hui, en 2013, on n'a pas transcendé, dépassé justement ce mensonge dans l'écriture de l'histoire. C'est ce que vous avez pu découvrir à travers votre quête. Si vous regardez les ouvrages concernant l'histoire, vous allez constater que cette période est vite éludée dans les ouvrages. On va vite citer, quand on cite la reddition, on passe très vite à la série. Au séjour de l'émir Abdelkader à la Syrie. C'est un passage quand même qui reste extrêmement délicat. Les langues se délient petit à petit, mais remarquez les propos autour de vous. Quand on parle de l'émir Abdelkader, c'est le passage de l'émir Abdelkader en France. Oui. Le séjour de l'émir Abdelkader en France. Un séjour. Un séjour, le passage. Mais il est difficile de dire emprisonnement ou alors où on parle résidence surveillée. Il n'était pas en résidence surveillée, il avait un statut de prisonnier. Les textes de l'époque le disent. Donc vous avez pu retrouver dans les archives, et justement il y a énormément de références aux archives dans votre ouvrage, qu'il était prisonnier proprement dit, quoi. Merci infiniment à mes auditeurs. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio Orient.